Jean-François Guillaume, qui est chercheur au CNRS à la station océanographique de Banyuls. Donc les plastiques, comme je vous disais, c'est un sujet à fort enjeu aujourd'hui, à fort enjeu médiatique depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. En ce moment, ça n'arrête pas, le 7e continent, les contaminations des microplastiques dans notre alimentation, dans la chaîne trophique. Vous avez entendu récemment cette découverte d'enzymes mangeuses de plastique. Tout le monde a dû en entendre parler. Pourtant, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, puisque les premières observations de contamination d'organismes marins par les plastiques ont été rapportées par des chercheurs dans les années 70, en 1977 déjà. Donc ça fait 40 ans que cette problématique est annoncée par les chercheurs et on est toujours en plein dedans. Et de plus en plus, puisque notre consommation de matières plastiques augmente. Dans la dernière décennie, on a produit plus de plastique que dans le dernier siècle entier. Donc notre consommation augmente. Il faut dire que les plastiques, comme le dit l'adage, c'est fantastique, puisque la matière plastique permet de faire énormément de choses, a des propriétés très intéressantes, et notre société aujourd'hui ne peut absolument pas s'en passer. Donc de nombreux défis sont adressés à la science et à la société avec ces matières plastiques, et on va voir quels sont les travaux, les avancées de la recherche sur ces enjeux. Alors, comme je vous l'ai dit au début, c'est un sujet qui mobilise fortement la Fondation Rovatin, notamment par le financement de projets de recherche sur l'impact des plastiques sur les coraux en Méditerranée. On a un projet qui tourne en ce moment qui étudie l'impact des déchets plastiques dans les fonds marins sur le développement des coraux. Puis on communique aussi pas mal dessus, alors comme la conférence de ce soir, mais on aura aussi des animations le 5 juin pour la Journée mondiale de l'environnement qui est dédiée aux contaminations par les plastiques cette année. Et puis, au mois d'octobre, on organise un forum professionnel et grand public dans lequel les plastiques seront aussi vraiment au cœur de nos discussions, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une demande de la société, il y a une demande des professionnels. Donc, pour vous présenter la problématique d'un point de vue environnemental, notamment, je vais laisser la parole à Jean-François, qui va vous parler de la pollution dans les océans par les plastiques et des solutions, s'il en est. Merci beaucoup. Merci Rovatin de m'avoir invité à faire cette conférence. Effectivement, je vais vous parler donc, de la pollution des océans par le plastique. On essaye, quand on est scientifique, à force d'entendre plein de choses, et on essaie de recadrer un petit peu les connaissances qui sont là-dessus, et aussi essayer de trouver des solutions, parce que c'est bien beau de dire que la Terre est polluée, maintenant il va falloir trouver des solutions. Et c'est ça qui est passionnant avec les plastiques, c'est qu'on peut trouver des solutions, donc ça on va pouvoir en parler. Donc, je suis directeur adjoint de l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Donc, c'est une petite station marine qui est dans le sud de la France. Et j'ai proposé en fait ici un exposé en 3 parties. Donc, la première partie sera vraiment sur le constat, l'état de la pollution par les plastiques et aussi les effets qu'on va avoir sur les écosystèmes marins. La deuxième partie sera plus sur ce qu'on appelle la plastisphère, c'est un peu les organismes qui vivent sur ces plastiques. Et du coup, on va parler à partir de ça de la biodégradation des plastiques et des plastiques dits biodégradables. Donc, on va voir jusqu'où on peut aller avec ça. Et puis, de manière plus générale, quelles vont être les solutions qu'on peut trouver au problème des plastiques, cette pollution qui existe dans les écosystèmes. Alors, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 1 mois. J'ai eu la chance, en fait, quand on est océanographe, on fait pas mal d'expéditions dans le monde entier, donc c'est quelque chose qui est assez génial. Donc là, on était dans les Philippines et on a fait les Philippines, le Vietnam et la Chine. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises sur les plages de Philippines. Vous voyez que les plages de Philippines, elles ne ressemblent pas vraiment à nos plages. Ils se sont habitués petit à petit à cette pollution par les plastiques et les enfants jouent dedans de manière générale. Et alors du coup, quand on voit ce genre de choses-là, je vous avoue que c'est assez traumatisant quand on voit ce genre de choses-là et qu'on est sensibilisé au problème. On peut se poser la question de savoir comment on est arrivé à ces quantités qui sont aussi énormes en mer. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. C'est des chiffres qui sont énormes, donc ça ne vous parle pas beaucoup, mais on va essayer de les replacer un petit peu. On va commencer par la production mondiale de plastique. Aujourd'hui, on sait estimer la production mondiale de plastique, ça c'est facile. On a à peu près 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits par an.
On peut regarder par rapport à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Globalement, on a multiplié par 20 la production de plastique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise de plus en plus ces plastiques. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on ne s'arrête pas et qu'on va multiplier par 2, c'est-à-dire qu'on va passer de 300 à 600 millions de tonnes de production de plastique dans les 20 prochaines années. Ça, c'est les prédictions et on sait prédire assez facilement ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Donc ça, on voit qu'on est dans une situation de production exponentielle des plastiques et on sait pas où ça va s'arrêter. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise autant de plastiques? La raison majeure de ça, c'est que le plastique, il ne coûte rien. On a demandé à une famille de sortir tout ce qu'ils avaient de plastique dans leur maison. Voilà ce qui leur sort. On voit plein de choses pour les enfants. Hein. Les enfants sont très consommateurs de plastique, enfin, surtout leurs parents. Et puis on en a partout du plastique autour de nous. Regardez n'importe quoi, les sacs que vous utilisez, vos vêtements, le plafond est rempli de plastique, mon ordinateur est rempli de plastique, les tables sont remplies de plastique dessus. Le plastique aujourd'hui, il y en a partout. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de notre société. Et il faut voir en fait que la pétrochimie, donc le pétrole, il y a 8% du pétrole qui est consommé juste pour faire du plastique. D'accord ? Alors ça paraît pas grand-chose, 8%, mais c'est des quantités qui sont évidemment énormes. Alors, la source du problème aussi, c'est que maintenant, on a des facilités à utiliser les plastiques et on a inventé quelque chose de nouveau qui s'appelle l'univers du jetable. Pour nous, ça paraît normal. Mes grands-parents, ils n'étaient pas, des générations avant, ils n'étaient pas dans cet univers du jetable. Donc maintenant, en fait, on est arrivé à des mentalités du jetable. On prend souvent l'exemple d'un sac plastique. Un sac plastique, on le produit en 1 seconde. On va l'utiliser à peu près 20 minutes. Et après, le temps de dégradation de ce plastique, c'est entre 100, on estime en moyenne 450 ans, voire même 1000 ans. Donc on ne sait pas trop en fait le temps que ça dure, mais ça dure longtemps. Et globalement, quand on a une pollution, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Oh, c'est les méchants industriels qui produisent trop de choses et puis c'est eux qui polluent ». Là, dans le cas des plastiques, c'est pas vraiment le cas, puisqu'on sait que les déchets qui arrivent dans l'environnement, 30% de ces déchets, un tiers de ces déchets, ils viennent des ménages, de vous, de moi, qui laissons négligemment s'envoler un morceau de plastique, ou qui, comme on voit des poubelles comme ça, parce que vous avez déjà certainement rencontré ce genre de choses, une poubelle qui déborde, ben, ça va faire tomber un morceau de plastique. Et il faut savoir que tout est connecté dans l'environnement, il n'y a pas de frontières. Donc quand je vais laisser tomber un morceau de plastique en montagne, s'il vit entre 100 et 450 ans, il a largement le temps de descendre jusqu'au océan. D'accord ? Donc il va descendre dans les rivières, dans les fleuves, et au final, on dit que l'océan est un peu le réceptacle final de ces déchets plastiques. Alors, il y a le chiffre qui est sorti, qui était particulièrement marquant. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. On peut dire qu'on a 300 000 tonnes de plastique qui ont été... on estime qu'on a à peu près 300 000 tonnes de plastique en surface des océans. Donc ça ne parlait pas trop aux gens. Du coup, on a fait un rapport entre la quantité de plastique en tonnes et la quantité de poissons. D'ici 2025, on prédit en fait, donc là, le rond à l'intérieur, c'est le plastique, et le poisson, en fait, aujourd'hui, en tonnes, il y a 1 tonne de plastique aujourd'hui pour 3 tonnes de poissons. En 2050, ce rapport, il va s'inverser. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près autant de plastique que de poissons. Là, ça part tout de suite. Là, on se dit, non, ça commence à faire des quantités qui sont énormes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les scientifiques, maintenant, prouvent que la pollution, elle est vraiment réelle et qu'elle est non négligeable. C'est vraiment pas une histoire qu'on raconte dans les médias, ça c'est réel. Alors, où est-ce qu'ils vont ensuite ces plastiques? Donc, quand on les retrouve en mer, vous avez entendu parler du 7e continent de plastique. Comment ça fonctionne, ce 7e continent de plastique? C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Il y a des courants dans les océans qu'on appelle des gyres et qui font des ronds, globalement. Et dans le temps, en fait, avant qu'il y ait les plastiques qui arrivent, tout ce qui était en surface s'accumulait dans ces endroits-là. Donc, on trouvait essentiellement du bois. D'accord ? Maintenant, il y a dans le 7e continent de plastique, donc c'est le gyre du Pacifique Nord, on a des concentrations de 5 kg par kilomètre carré. Donc ça, c'est des concentrations de microplastiques, des tout petits morceaux de plastique qui sont énormes et qui sont valables sur environ 10 mètres de profondeur. Donc il ne faut pas imaginer non plus un continent de plastique sur lequel on pourrait marcher. C'est des petits morceaux de plastique qui sont à peine visibles, d'accord, mais ils sont à des concentrations qui sont énormes. Alors des gyres comme ça, il n'y a pas que le gyre du Pacifique Nord, il y a le gyre du Pacifique Sud, de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud et de l'Océan Indien. Donc il y a 5 gyres comme ça, où on voit des concentrations de plastique qui sont vraiment énormes.
Après, là, c'est de la concentration de plastique à des endroits. Par contre, est-ce que tous les océans sont pollués? La réponse est malheureusement oui. On va dans l'Antarctique, dans l'Arctique, on retrouve des morceaux de plastique. Sur des îles complètement isolées où il n'y a pas d'humains, on retrouve des plastiques. Et puis, nous, il y a en 2014, avec le bateau Tara, que peut-être vous connaissez, on a fait le tour de la Méditerranée, donc ça a duré 7 mois, et on a fait un inventaire de la quantité de plastique qui était présent en Méditerranée. Et en fait, on dit en fait de ça que 100% de la Méditerranée était polluée. Pourquoi? C'est qu'à chaque fois qu'on faisait un prélèvement, on trouvait du plastique. Et la quantité de microplastiques qu'on a trouvé en Méditerranée, malheureusement, elle est aussi importante, voire plus importante que ce qu'on trouve dans le 7e continent de plastique. Pourquoi? Parce que la mer Méditerranée, en fait, comme vous le voyez, c'est une mer qui est semi-fermée. Donc tous les apports des continents vont se concentrer là. Et il faut à peu près 90 ans pour que l'eau soit nettoyée dans la Méditerranée. Le taux de la Méditerranée, en fait, le taux de renouvellement des eaux dans la Méditerranée, il dure à peu près 90 ans. Si j'ai un plastique qui dure plus de 400 ans, forcément, il va rester à s'accumuler ici. Les prévisions pour 2030, c'est une augmentation de 8% encore de la quantité de plastique qu'on voit en Méditerranée. Bon, tout ça, c'est alarmant. Je suis désolé de vous dire tout ça en plein après-midi. C'est pas très agréable, mais c'est mon devoir, en fait, de vous informer sur cette pollution qui, malheureusement, est vraiment très importante. Alors du coup on dit mais c'est qui pollue? Qu'est-ce qui pollue le plus? Parce qu'on aimerait bien trouver quelqu'un qui pollue le plus. Et puis lui dire ça va pas quoi. Alors les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est on a 8 millions de tonnes de plastique qui viennent des continents. Il y a 2,4 millions de tonnes de plastique, donc à peu près un tiers, qui vient juste de la Chine. Les pays les plus pollueurs de plastique aujourd'hui, c'est la Chine, les Philippines et l'Indonésie. Donc c'est en termes de concentration par habitant, c'est eux qui envoient le plus de plastique en mer. Et justement, en fait, avec Tara, on était, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un mois, dans ces zones-là, la quantité de plastique qu'on retrouve en surface était hallucinante. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Donc voilà. Il y a des zones comme ça où c'est particulièrement pollué. Donc vous le voyez sur la carte, la France, elle est à peu près moyennement, on voit un déséquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud de la Méditerranée, par exemple. Donc il y a des zones qui polluent un peu plus. Globalement, on voit qu'on pollue quand même pas mal partout sur la planète. Pardon, continue. Ouais. Ok, alors, encore plus alarmant, et j'en suis encore désolé, donc ça c'était une quantité qu'on voyait en surface. Pourquoi? Parce que nous, quand on est scientifique, le plus facile c'est de prendre un bateau, de regarder ce qui est on prend des filets qui sont derrière, et puis on compte les plastiques à la surface. Quand on commence à faire des expéditions dans les profondeurs, c'est bien beaucoup plus compliqué. Donc là, on est capable d'estimer aujourd'hui la quantité de microplastiques en surface. Quand je vous ai parlé de 300 millions de tonnes de plastique qui étaient en surface, c'est ce qu'on a calculé. Avec tous les prélèvements, on fait un bilan sur toute la planète. Malheureusement, on se rend compte que ça ne colle pas avec la quantité de plastique qui arrive, les 8 millions de tonnes qui arrivent par an. Et ce qu'on a compris, en fait, d'après ces résultats, donc ça c'est des résultats qui datent à peine 2 ans, on se rend compte que ce qu'on compte en surface, ça ne représente que 1% des déchets, que 99% des déchets, en fait, ils sont certainement dans le reste des océans. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop s'ils viennent. Donc, est-ce qu'ils tombent dans le fond des océans? On sait qu'il y a, quand on prend un sous-marin et qu'on va au fond des océans, on voit des décharges. Donc, il y a des quantités de plastique qui sont énormes dans le fond des océans. Mais on n'arrive pas bien à quantifier parce que c'est très très dur en fait de quantifier sur toute la profondeur. Est-ce qu'ils sont ingérés par les organismes? Et donc, est-ce qu'il y en a une grande quantité qui sont ingérés? Ou est-ce qu'ils sont simplement biodégradés par la nature? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va discuter maintenant. Enfin, on ne va pas discuter que de ça, mais vous allez voir qu'on commence à avoir des pistes pour savoir ce qui se passe de la quantité de ces plastiques. Alors, qu'est-ce que va devenir un plastique quand il arrive en mer? Prenons le cas d'une bouteille en plastique ou d'un sac en plastique. La première chose qui arrive, certainement vous avez vu ça si vous avez traîné sur une plage longtemps avec une bouteille en plastique, et puis peut-être que vous avez entendu dans les médias, on en a parlé il n'y a pas longtemps, quand on met un plastique face à la lumière, les UV, simplement les UV en fait vont oxyder et ça va rendre la bouteille un peu jaune. Arrêtez d'utiliser. Si elle commence à devenir jaune, c'est parce que là, on commence à relarguer beaucoup de choses dans les bouteilles en plastique. Il y a un article qui a été publié la semaine dernière dans une revue prestigieuse qui montre en fait qu'on a une quantité de nanoparticules qui sortent des bouteilles en plastique qui est assez alarmante quand on utilise ce type de bouteille, donc on pourra en parler après. Enfin bon bref, voilà, donc le devenir des plastiques en mer, globalement on a une dégradation physique, on peut avoir aussi une dégradation chimique, donc
des phénomènes d'oxydation, d'hydrolyse, qui vont faire que cette bouteille en plastique elle va se transformer petit à petit en tout petits morceaux. Et ces petits morceaux, une fois qu'ils sont dans l'état de petits morceaux, ils vont rester comme ça. Et ils vont rester comme ça pendant longtemps. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent des microplastiques et de cette pollution par les microplastiques, parce que c'est des plastiques qui sont fragmentés et dont on ne connaît pas vraiment la durée de vie, ça va durer très très longtemps, et on classe ces microplastiques en disant qu'ils sont inférieurs à 5 mm. Donc tout ce qui est inférieur à 5 mm, on appelle ça des microplastiques. Il a bien fallu qu'on mette une taille à un moment, on a fait plein de réunions, avec 5 mm. Donc voilà, ça c'est ce qu'on définit comme étant un microplastique. Alors, on va voir en fait quel effet ça va avoir, ces microplastiques ou ces macrodéchets, sur les écosystèmes. Et vous, tout de suite, quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, c'est bon, c'est un sac plastique. Une tortue, avec ses capacités visuelles, elle n'est pas capable de faire la différence entre un sac plastique qu'on voit à droite ou une méduse. Donc ça, typiquement, ça a défrayé la chronique. On a vu beaucoup de tortues mortes par ça, et beaucoup de mammifères. Il y a les dauphins aussi qui mangent... bonjour. Il y a les dauphins qui mangent les sacs plastiques. Donc ça, c'est un effet, et ça va avoir un effet en fait sur une obstruction des voies aériennes, c'est-à-dire qu'ils vont s'étouffer avec ça. Et aujourd'hui, on considère qu'on a environ 14 000 mammifères par an qui sont tués comme ça, d'après les études les plus récentes. Et puis il y a aussi plein d'oiseaux qui vont récupérer ces petits morceaux de plastique à la surface, les fulmars par exemple. Quand ils récupèrent quelque chose, en fait, ils essaient de le garder assez longtemps. Et eux, ça va, on trouve des quantités de plastique dans les fulmars morts qui sont assez hallucinantes. Je ne vous ai pas mis les photos ici, mais on a environ 1,4 million d'oiseaux par an qui sont tués à cause des plastiques. Donc là, ça commence à faire beaucoup aussi. Alors ça, le premier, c'était l'obstruction des voies aériennes, on meurt par étouffement. Le deuxième, c'est l'étranglement. Et il faut savoir en fait que, peut-être que vous avez entendu parler des filets fantômes, quand des pêcheurs raflent le fond des océans, des fois le filet s'accroche. Enfin, des fois, souvent, le filet s'accroche, ça peut arriver fréquemment. Aujourd'hui, les filets, ils sont plus faits avec de la corde, ils sont faits avec du plastique. Et donc aujourd'hui, ces filets, juste à eux seuls, ils représentent 10% des déchets plastiques dans les océans. Donc vous imaginez la quantité de filets qui traînent dans nos océans. Et ces filets, c'est des filets fantômes, donc ils vont continuer à faire ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à pêcher. Et donc on a beaucoup d'animaux en fait qui se retrouvent dans ces filets. Donc ça, c'est un phénomène d'étranglement. Après, il y a des choses qui sont assez impressionnantes, et dès qu'on a commencé à avoir ces chiffres, c'est des chiffres qui sont assez récents, ça date d'il y a 5-6 ans à peu près. On a compté, dans un volume d'eau, la quantité de microplastiques, et dans le même volume d'eau, on a compté la quantité de zooplancton. Donc le plancton, c'est des petits organismes qui bougent avec les courants. Donc le zooplancton, en fait, vous imaginez des petites crevettes, des petites méduses, tout ce qu'on voit à droite, qui est assez joli. Et vous voyez en fait que là, on a mis à la même échelle la quantité de microplastiques et la quantité de zooplancton. En Méditerranée et dans le géant du Pacifique Nord, on a autant de microplastiques que de zooplancton. Ça veut dire qu'un prédateur du zooplancton, donc qui est le poisson, il a une chance sur deux de manger un morceau de plastique. Là, ça commence à faire beaucoup aussi. Donc là, du coup, on se pose la question de l'accumulation de ces plastiques dans la chaîne alimentaire, parce qu'ils vont l'ingérer, comme nous, si on mange un chewing-gum, on va l'ingérer, ça va passer dans notre tract digestif, et après, on va l'éliminer. D'accord? Mais à force d'en ingérer, au bout d'un moment, on se pose la question de savoir si ça ne reste pas. Et il y a plusieurs études, notamment, vous le voyez ici, des fois même qui montrent, c'est pas grave, tout en haut à droite, là, c'est un zooplancton, une toute petite bébête qui a ingéré, le petit truc qui est en vert, en fait, c'est un morceau de plastique. Et normalement, le taux de transit en fait, de ce zooplancton, c'est une demi-heure. Le morceau de plastique, il est resté pendant 8 jours. Là. Donc là, on commence à dire c'est possible qu'il y ait des choses qui s'accumulent et le poisson qui va manger ce zooplancton, il va, en plus d'avoir une chance sur deux de manger des morceaux de plastique, il va aussi manger du plastique dans le zooplancton. Donc là, aujourd'hui, c'est une problématique qui est... il y a des évidences, mais on n'arrive pas à quantifier aujourd'hui, parce qu'on est vraiment au début, même si les recherches ont commencé dans les années 70, en réalité, les moyens qui ont été donnés aux chercheurs pour travailler sur les plastiques, on va dire que ça date d'il y a 5-10 ans maximum, donc c'était pas vraiment à la mode. Et donc maintenant, il y a un vrai boom sur les connaissances sur ces plastiques, et on commence à estimer en fait qu'il peut y avoir effectivement de l'incorporation dans la chaîne alimentaire. Quelque chose qui me semble très important et qui est malheureusement pas souvent expliqué, c'est le transport d'espèces. Il
faut savoir qu'un plastique, comme je vous l'ai dit dès le départ, il n'a pas de frontières, il va se balader dans tous les océans. J'avais une diapo que j'avais enlevée ici, mais par exemple, si j'envoie un morceau de plastique de la Chine, il va passer par le giron du Pacifique Nord, il peut monter par le détroit de Bering, passer par tout l'Arctique et revenir sur les côtes bretonnes. D'accord, ça a été déjà démontré. Donc il y a des morceaux de plastique qui peuvent se balader sur des kilomètres puisqu'ils vivent à peu près, puisque ces morceaux de plastique ont des temps de vie de plus de 400 ans. Donc ils se baladent dans tous les océans. Il y a une étude récente, ça date de cette année, qui a montré que sur un morceau de polystyrène, ils ont trouvé 54 nouvelles espèces. Et bon, ils aient trouvé 54 espèces, d'accord, mais 54 nouvelles espèces, ça c'est inquiétant. Parce qu'ils les ont trouvées au Canada, et ces espèces, normalement, elles vivent au Japon. Qu'est-ce que ça fait quand on a une espèce invasive? Si on a une espèce qui vient d'un endroit et qui va être transportée vers une nouvelle zone, le problème, c'est qu'on peut avoir un changement durable de l'écosystème, parce que si elle s'installe vraiment, elle risque de prendre la place d'autres espèces. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de la Colearcta taxifolia en Méditerranée. C'était une algue qui a recouvert plein de choses. Cette espèce, elle n'était pas présente en Méditerranée, elle a été introduite, et une fois qu'elle est introduite, on appelle ça une chasse invasive, elle a tué plein d'autres espèces. Donc ça, c'est quelque chose de très inquiétant, que sur un seul morceau de plastique, on trouve 54 nouvelles espèces. Personnellement, ça m'inquiète. Je me dis qu'on va certainement modifier de manière durable. C'est encore un moyen de transport de nouvelles espèces. Et il se trouve que ces nouvelles espèces, elles venaient, donc elles sont, la moitié de ces espèces-là, c'est des espèces qui étaient plutôt pas endémiques, mais qui étaient vraiment très très présentes au Japon. Et dans leur article, ils font un lien entre l'épisode du tsunami qui a eu lieu en 2011. Alors le tsunami, ça a eu des effets beaucoup sur les hommes, mais ça a ramené des quantités de déchets avec cette grosse vague qui est passée dans la mer, qui était énorme. Et on pense que c'est ces déchets en fait qui sont passés. Donc le giron du Pacifique Nord, il est là. Et puis après, ils prennent un certain temps et ils vont sur les côtes canadiennes. Donc a priori, ça venait là. Voilà. Donc ces histoires d'espèces invasives, on n'en parle pas beaucoup, mais à mon avis, ça a une importance. Alors, je suis désolé de vous avoir déprimé, on va passer à quelque chose, une deuxième étape un peu plus scientifique, on va dire. Vraiment de qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, au niveau de la science. Et on va regarder un petit peu la plastisphère et le plastique biodégradable. Alors, là, c'est l'exemple, en fait, de morceaux de plastique qu'on regarde à la loupe. Donc, c'est des plastiques qui ont été récupérés, moi je travaille en Méditerranée, donc ils ont été récupérés dans la campagne de la Méditerranée. Et la question qu'on se pose, c'est que vous voyez, il y a plein d'organismes qui vivent sur ces plastiques. C'est pas quelque chose de neutre. Dès qu'on met quelque chose dans l'eau, eh ben, il va être colonisé. Donc on se pose la question de savoir, ok, mais est-ce que ça va perturber notre écosystème? Qui est là? Quels sont ces organismes? Combien il y en a? Et puis on voit que c'est beaucoup des tout petits organismes, parce que là on est sous la loupe. Hein. Donc est-ce qu'il y a des bactéries qui peuvent être pathogènes, par exemple? C'est une question qui a été posée là-dessus. Est-ce que ces bactéries ou ces micro-organismes qui vivent, eh ben, vous voyez un petit zooplancton qui bouge là, donc pour voir l'échelle. Est-ce que ces petits organismes, en fait, ils sont spécialistes du plastique ou est-ce qu'ils vivent aussi classiquement dans le mer et viennent juste s'approcher, se détacher, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on avait. Donc des questions de chercheurs, quand on se pose la question, comment ils vivent, ces organismes-là. Et puis, on se pose même des questions sur le cycle biochimique. Alors pourquoi? Parce que on sait que les micro-organismes, ils ont un rôle très très important, notamment dans le cycle du carbone. Ils recyclent énormément, ils recyclent à peu près la moitié du carbone qui arrive dans les océans. Et donc du coup, s'il y a des micro-organismes de manière importante sur ces plastiques, quel rôle ça va avoir sur le cycle biochimique? Donc on a fait cette campagne, donc vous voyez le filet qu'on met derrière le bateau, donc c'est pas très compliqué, hein, c'est un filet, on s'est débrouillé pour qu'il flotte. On lui a fait une bouche, donc du coup on appelle ça un filet manta, voilà, parce que ça ressemble à une manta. Et puis on traîne pendant 1 heure derrière le bateau et on récupère les plastiques. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on a fait tout le tour de la Méditerranée pendant 7 mois. Et vous voyez, après, c'est assez fastidieux. On a une pince à épiler et puis on va récupérer nos morceaux à la pince à épiler les uns après les autres. Et il y a des fois, voilà ce qu'on trouve dans nos filets. Ça, c'était au large de Nice, je me souviens. Donc on a des grands morceaux de plastique, des petits morceaux de plastique, on les classe. Et à partir de là, on commence nos études. Alors, je suis allé vite pour vous donner directement les résultats de ce qu'on voyait ici. Donc, le premier résultat de cette expédition, ça a été de montrer que 100% des échantillons étaient contaminés. Donc, on a effectivement des microplastiques partout en Méditerranée. Et puis après, on a décrit un tout petit peu, donc je vais aller de gauche en bas et à droite, on a décrit un tout petit peu les micro-organismes qui étaient dessus. Donc ça, je suis sous un microscope ici, là.
Et ce que je vois, c'est que ben, j'ai énormément de bactéries qui vivent sur ces trucs-là. Les bactéries adorent le plastique. Ils se mettent dessus. Globalement, pour elles, c'est un refuge. Et les prédateurs, aussi les bactéries, elles se font manger. Hein. Le fait de se mettre sur un plastique, ça les protège. Elles se sentent bien. Il y a une autre chose aussi, c'est que dès qu'on met un plastique dans de l'eau, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y a plein de déchets dans la mer. Et du coup, ces déchets, cette matière organique, elle va s'accrocher tout de suite sur le plastique. Donc c'est une source de nourriture, quelque part, pour les bactéries, parce qu'elles vont se mettre dessus, parce qu'il y a de la nourriture aussi. Alors, ce qu'on a pu voir également, c'est qu'on est capable, en regardant l'ADN des bactéries qui vivent sur ces plastiques, donc on fait du séquençage, c'est très très précis, on est capable maintenant très précisément de dire qu'on a une très très grande diversité sur ces plastiques. C'est pas une seule espèce qui viendrait s'installer là-dessus, c'est beaucoup, beaucoup d'espèces. Alors du coup, on se pose la question, ok, alors s'il y a beaucoup d'espèces, est-ce que c'est les mêmes espèces qui vivent à côté dans l'eau? Est-ce que c'est les mêmes espèces qui vivent attachées, par exemple, sur la matière organique qui est aussi dans l'eau, ou est-ce que c'est des espèces vraiment spécifiques? Vous ne le voyez pas bien ici, mais ce qu'on voit ici, c'est que tous les échantillons plastiques, ils sont vraiment différents de ce qui était libre et ce qui était attaché aux particules. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a créé une nouvelle niche écologique pour ces bactéries. Elles ont une capacité, pour certaines d'entre elles, à vivre sur les plastiques, et ce n'est pas des bactéries qui étaient dominantes dans l'eau qui est à côté. Ce n'est pas simplement des bactéries qui s'attachent et qui se détachent, qui viennent se mettre comme ça. Elles se mettent sur les plastiques, et une fois qu'elles s'y mettent, elles s'y développent, elles grandissent, et elles arrivent à avoir une communauté qui est vraiment différente. Alors on s'est posé la question, on va un peu plus loin. Ok, alors j'ai des bactéries qui sont vraiment spécifiques du plastique, mais lesquelles? Du coup, j'arrive à identifier celles qui sont vraiment spécifiques du plastique, et là je trouve des cyanobactéries. Les cyanobactéries, je rentre un peu dans le détail, mais après on va ressortir, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui décrochent. Mais alors, les cyanobactéries, c'est des bactéries qui sont capables de fixer le CO2. D'accord? Donc comme les arbres, elles utilisent la lumière et elles fixent le CO2. Et ça, du coup, j'en trouve beaucoup de ces cyanobactéries. Donc là, nous on est en train d'étudier ça, parce que ça peut avoir un rôle sur le cycle du carbone global. Globalement, on sait que l'océan, il va absorber le CO2 qu'on produit avec nos voitures, qu'on produit avec nos industries, qu'on produit avec notre respiration. D'accord? Donc il y a la moitié qui est absorbée par la Terre et la moitié par les océans. Ces cyanobactéries, c'est eux qui sont responsables de l'absorption de ce CO2. Et on en a beaucoup, beaucoup sur les plastiques. Il y a tellement de plastique que là, on peut commencer à se dire, ok, est-ce que ça a un effet sur le bilan de carbone? Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder. Parce que dans les océans, c'est vraiment une question majeure. Tout de suite, on essaie de savoir à quel point le CO2 dans les océans va être absorbé. Et ça, c'est des questions classiques chez les chercheurs, en tout cas dans les laboratoires. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, en identifiant ces bébêtes-là, on s'est rendu compte qu'on avait des bactéries hydrocarbonoclastes. Alors ça, c'est encore un terme. Hydrocarbonoclastes. Hydrocarbone, elles mangent les hydrocarbures. Elles mangent le pétrole. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se mettre sur ces plastiques? Les plastiques, c'est un peu, c'est du hydrocarbone, hein, c'est du pétrole au départ. Et puis, la propriété de ce plastique, c'est qu'il est hydrophobe, c'est-à-dire que c'est huileux. Donc, tout ce qui est huileux va s'accrocher là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de bactéries qui sont en train de manger, en fait, les hydrocarbures. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est un constat. On voit des bactéries qui vivent beaucoup là-dessus. On voit qu'elles sont en train de manger les polluants. Si j'étais un journaliste, je dirais, ah, ça y est, les bactéries, grâce au plastique, vont dépolluer la mer. Oh là, vous allez voir. On n'en est pas là, pas du tout. Mais on arrive bien à caractériser les communautés qui sont dessus. Et on se rend compte qu'on a créé un nouvel écosystème. Et donc maintenant, il faut vraiment l'étudier. C'est plutôt ça le message que je veux donner ici. Okay? Alors bon, c'est bien, ça intéresse les scientifiques, mais on aimerait bien aller un peu plus loin. Est-ce que les bactéries qui vivent sur les plastiques, est-ce qu'elles sont capables de biodégrader le plastique? Ah là, ça nous intéresse plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, on utilise de la microscopie électronique, donc c'est un truc, de la microscopie à force atomique, on est capable de regarder vraiment très 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 précisément, à l'échelle des micro-organismes, ce qui se passe sur les plastiques. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, on retrouve nos bactéries, il y en a plein, et puis si je regarde vraiment très près, ce que vous voyez, c'est les petits ronds, c'est des bactéries qui font des trous dans les plastiques. Là, tout de suite, avec des images comme ça, on se dit, ah mais non, ils sont en train de manger le plastique, là. Donc il y a peut-être un espoir. Alors, comment ça marche, le mécanisme de biodégradation des plastiques? Donc je reprends au début. J'ai un morceau de plastique, une bouteille, qui arrive en mer. La première chose qui va se passer, c'est que, je vous ai dit, il y a de la matière organique qui se met un peu dessus, les bactéries, elles s'y mettent tout de suite. D'accord? En une journée, on a une biomasse de bactéries, une quantité de bactéries qui est sur le plastique qui est tout de suite énorme. Ça, on appelle ça un biofilm. Donc un biofilm, en fait, c'est une couche
de bactéries qui vont se mettre dessus, et puis elles vont faire un réseau avec plein de petits morceaux de sucre pour s'attacher sur ce plastique de manière durable. Ensuite, une bactérie, pour manger un morceau de plastique, c'est un peu gros, un morceau de plastique. Donc elle ne peut pas l'avaler. Donc pour l'avaler, pour pouvoir le consommer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer des enzymes à l'extérieur de sa cellule. Et ça, elle le fait tout le temps. Dès qu'il y a des trucs un peu gros, elle a cette spécialité-là d'envoyer des enzymes à l'extérieur de ses cellules. Elle les envoie pas au hasard partout, puisque là, elle a déjà créé un petit réseau, donc elle va envoyer ses enzymes vers le plastique. Et ces enzymes, il y en a différentes, on peut en parler si vous voulez, mais elles vont attaquer le plastique et elles vont dégrader. Et elles vont le transformer. Alors un plastique, c'est un polymère, c'est plein de chaînes de carbone et d'hydrogène. Elles vont rajouter de l'oxygène dessus, parce que sinon les bactéries, elles n'aiment pas ça. Et puis après, elles vont couper ces morceaux de chaîne. On appelle ça des oligomères, parce que c'est des grands morceaux, ou des monomères, parce que c'est des petits morceaux. Et c'est ces monomères-là, une fois qu'elle a bien coupé le plastique en morceaux, qu'elle va réussir ensuite à faire rentrer dans ses cellules. Donc on appelle ça l'assimilation. Et on a pu démontrer que les bactéries elles vont couper ces petits morceaux, donc le plastique en petits morceaux. Elles vont être capables de faire de la biomasse, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir le manger et se développer dessus, donc se reproduire dessus, se multiplier dessus, et elles vont, au final, le respirer, ce plastique, faire du CO2, consommer de l'oxygène, consommer de la vie. D'accord? Donc ça veut dire ça qu'on a la démonstration que des bactéries sont capables de manger des morceaux de plastique. Alors on a une liste de bactéries qui sont capables de manger des morceaux de plastique. Je vous ai mis en haut, donc ça c'est ça qui défraie la chronique tout de suite. Ouais, ça y est, on a trouvé une bactérie qui dégrade les plastiques, donc c'est bon, on est sauvé. Alors, vous voyez les bactéries, ça fait quand même pas mal de temps qu'on bosse là-dessus. Hein. Les premières, c'est en 87 ici, hein, qui a été isolée, qui est capable de dégrader du PVC. En haut, c'est le polyéthylène, c'est le plastique qui est le plus utilisé, celui qu'on retrouve le plus en air. Vous voyez, en fait, on a trouvé 2, 4, 6, 8 bactéries qui dégradent le plastique, mais des espèces de bactéries, il y en a combien dans le monde? J'en sais rien, je ne me rappelle plus, mais ça c'est dans mes vieux cours, mais il y en a des milliers, sans dire milliards, milliards. Donc il y en a plein. Donc là, je ne suis pas vraiment représentatif de ce que j'ai dans mon milieu. D'accord. Et puis là, j'ai une batterie de bactéries, par contre, qui sont capables de dégrader les plastiques biodégradables. Biodégradables, qui sont biodégradables, donc il y a du bio. Donc ça veut dire que pour montrer qu'ils sont biodégradables, il faut qu'il y ait une bactérie qui la dégrade. D'accord. Donc on prend une bactérie de l'environnement, on la met dans notre laboratoire, dans des conditions de laboratoire. Vous savez qu'un dauphin, quand on le met en captivité, il ne réagit plus pareil que celui dans son environnement. Une bactérie, c'est pareil. Hein. Si je prends l'environnement, je la mets dans mon laboratoire, déjà elle commence à se modifier, on lui fixe juste ce qu'il faut à manger, pardon, on lui donne tout de suite ce qu'il faut à manger. Et dans des conditions très particulières, elle est capable de manger ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une biodégradation dans le milieu naturel? Si vous êtes journaliste, vous dites oui, bien sûr. Hein. C'est pas représentatif de l'environnement naturel. Donc méfiez-vous quand on vous parle de la super bactérie qui dégrade du plastique. Certes, c'est génial. Pour nous, scientifiques, c'est une avancée énorme parce qu'on a besoin de comprendre les mécanismes de dégradation. Par contre, on est loin de l'environnement. Alors, j'ai pris un exemple que peut-être vous avez entendu parler. C'était des vers de papillons. Alors là, il y a un article qui sort. Donc sérieux, hein. Il est très très bien cet article, je l'ai lu, il est parfait. Et donc il y a des vers de papillons, ils sont enfermés dans un sac plastique et le scientifique, par hasard, il met ça dans un coin, des fois on a du bol. Hein. On fait des expériences et puis ça marche comme ça, on met ça dans un coin. Alors qu'on est en train de s'embêter à faire plein de trucs à côté pour que ce soit précis, tout ça, ça marche pas. Ce truc-là, il marche. Alors je vais là, hop, je prends mon morceau de plastique et là je vois des vers de papillons qui arrivent à sortir du plastique. Alors du coup, je regarde à l'intérieur de ce plastique et je trouve des bactéries. Et puis parmi ces bactéries, je trouve une bactérie qui dégrade du polyéthylène. Est-ce que ça veut dire que le verre à soie dégrade du verre à papillon dégrade du polyéthylène? Je vous pose la question. Imaginons que je découvre une nouvelle bactérie dans la mer qui dégrade le polyéthylène. Est-ce que ça veut dire que la mer dégrade le polyéthylène? Je suis dans des conditions de laboratoire. J'ai isolé une espèce en particulier. Et le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je mange un morceau de chewing-gum, est-ce que ça veut dire que je le dégrade? En pratique digestive, on élimine, et voilà, il ne fait que passer. D'ailleurs, je suis allé voir un peu la biblio, ne vous inquiétez pas, ceux qui mangent des chewing-gums, c'est pas vraiment un problème. Vous pouvez en manger pas mal, ça fait rien en fait. Bref, je passe là-dessus. Donc là, ce qu'on a dans les médias, la larve de papillon raffole du plastique
imaginons que je suis en cas de survie, on m'a mis un sac plastique sur la tête, le seul moyen que j'ai, je grignote le morceau de plastique, je le mange, est-ce que j'ai dégradé? Non, c'est juste sorti, quoi. Donc, ils ont des dents, enfin, ils ont des trucs, hein, des mâchoires, ils arrivent à sortir de plastique, ça ne veut pas dire qu'ils dégradent. Donc, attention à ce qu'on raconte là-dessus. On a même allé jusqu'à un ver mangeur de plastique pour aider la dépollution des océans. Ce ver de papillon dans l'océan. Enfin, bon, il y a de tout. Alors, je vous parle d'un autre cas. Et là je ne suis pas en train de critiquer le travail des scientifiques, hein, et je ne suis pas en train de critiquer le travail des journalistes non plus. On est confronté à ça, attention à ce qu'on raconte. Là, c'est une bouteille. Donc ça a défrayé la chronique en 2016, mais ça n'a pas fait trop le buzz. Par contre, ça a fait le buzz il y a quelques semaines, hein, avec une autre équipe qui a fait un peu la même manip. Ils prennent une bouteille de polyéthylène terephthalate. Donc les bouteilles en plastique sont toujours faites de la même composition, en polyéthylène terephthalate. Donc ça nous intéresse, on travaille là-dessus. Polyéthylène terephthalate, c'est PET, et ils trouvent l'enzyme, la PETase, parce qu'on met ase à chaque fois qu'on trouve une enzyme. On n'est pas très originaux. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à déterminer la voie biochimique de dégradation de ce plastique. Voilà, pour nous, scientifiques, c'est une vraie avancée. On commence vraiment à comprendre comment ça marche. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont isolé cette PETase, et puis en travaillant dessus, peut-être que vous en avez entendu parler les dernières semaines, encore un coup de bol, des fois ça arrive, ils modifient un tout petit peu l'enzyme, et ils se rendent compte que l'enzyme, elle dégrade encore plus vite. Enfin, l'histoire dans l'article. Mais hop, on en parle dans les médias, et là, ça y est, en fait, les enzymes dégradent, on a trouvé enfin une enzyme qui dégrade les bouteilles en plastique, et le résultat dans les médias, c'est une enzyme qui digère des plastiques, la solution à la pollution. Avec un point d'interrogation quand même. Donc là, en fait, c'est bien parce que maintenant, la communauté des gens qui bossent sur les plastiques est assez organisée, et du coup, en fait, les journalistes viennent vraiment poser des questions et ne font plus les erreurs qu'ils ont fait par le passé. Et notamment, il y a aussi, ce qui a été dit tout de suite, c'est qu'on peut utiliser, donc c'est vrai que c'est écrit dans l'article, on peut utiliser ces recherches pour l'industrie. Et donc là, après, on peut fantasmer sur ce qu'on peut faire avec ça. Donc, encore une fois, c'était Iodanella sakiensis, donc on aime bien mettre des noms latins sur le nom des bactéries, ou le nom des animaux. Donc c'est une bactérie dans un laboratoire qui est en train de faire ça. Encore une fois, il faut passer de la culture pure en laboratoire aux communautés naturelles. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de le faire. On est en train de le mettre en place, vous allez voir qu'on commence à avoir des résultats là-dessus, mais on est très labo encore aujourd'hui. J'ai mis la société Carbios ici parce que c'est une société française qui notamment a réussi à améliorer le recyclage de certains plastiques en utilisant des enzymes comme ça. Donc les applications industrielles, elles existent. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les bouteilles que je vois ici, que vous utilisez en fait pour vous hydrater cet après-midi, ça ne veut pas dire qu'on peut les jeter n'importe comment et que l'enzyme existe, du coup, ça va dégrader. Si on a de telles quantités de plastique en mer, c'est que ça ne se dégrade pas si facilement que ça. Alors, vers quoi on va dans la science, et notamment dans la science en France, aujourd'hui? Comment on fait pour prouver qu'un plastique est biodégradable en milieu naturel? Et là, franchement, on a fait un congrès au mois de janvier. Il y avait 150 participants à peu près, puis des gens spécialistes un petit peu de la dégradation de ces plastiques. Et la question est vraiment ouverte. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a les biologistes qui bossent d'un côté, il y a les plasturgistes. Les plasturgistes, c'est ceux qui font le plastique. Jusqu'à-là, on leur demandait de faire des plastiques qui soient les plus costauds possibles et qui durent le plus longtemps possible. Et puis du jour au lendemain, on leur dit ah ben non, on change, maintenant il faut qu'ils soient biodégradables. Donc pour eux, c'est pas facile. Donc voilà, ils ont pu s'exprimer là. Et puis on a des physiciens et des chimistes des polymères qui eux ont un long passé en fait sur la création de polymères, etc. Mais sur la biodégradation, ils ne travaillent pas trop là-dessus. Donc ce qui est important aujourd'hui, nous, c'est de faire ce lien-là. Et on est soutenu en fait par différents instituts de recherche pour faire un groupement de recherche avec tous les gens qui bossent, qui travaillent sur les plastiques d'une manière ou d'une autre. Donc ça avance, et globalement, mon message, il est quelque part pour cette thématique, on nous donne beaucoup de moyens pour essayer de résoudre le plus vite possible ce problème-là, parce que, en fait, les politiques, les scientifiques, tout le monde est vraiment concerné par ce problème-là, et il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions pour savoir est-ce que le plastique il va se biodégrader, et qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour aller dans ce sens-là. Alors là, je vous montre un exemple d'une étude, je fais un peu de pub pour mon laboratoire quand même,
Juste une diapo, peut-être deux. C'est ce qu'on fait en fait dans le laboratoire, donc on essaie de se spécialiser sur cette biodégradation des plastiques. Et là, en fait, vous voyez le nombre de tubes qu'on utilise. Dès qu'on commence à faire de la physique, de la chimie, de la biologie, ben, tout le monde demande des tubes. Donc là, on a juste une manip avec 1800 tubes pour tester différents types de plastiques, des plastiques conventionnels et des plastiques qui sont dits biodégradables et voir leur devenir en milieu naturel. Est-ce qu'ils se biodégradent? Et globalement, donc ça c'était quelque chose qui est financé par le ministère de la Transition écologique et je ne sais plus comment il s'appelle, Transition écologique et quoi, comment ça s'écrit, et solidaire, pardon, parce qu'il change toujours, hein, j'oublie le nom. Et globalement, en fait, donc ça veut dire qu'ils nous soutiennent, ça veut dire qu'ils nous financent et qu'ils attendent vraiment des réponses par rapport à ça. Et bien on a réussi, en fait, grâce à l'interaction entre les différents scientifiques, à sortir ce résultat, de dire bah, le polyéthylène, le PLA. Alors le PLA, c'est un plastique qui est biodégradable, mais il est biodégradable dans des conditions de compostage. Et on a pu montrer en fait qu'en milieu marin, il n'est pas du tout biodégradable. Donc c'est biodégradable, il faut faire attention, c'est dans certaines limites. Il y a des labels OK Compost, ça ne veut pas dire que forcément il va se dégrader en milieu marin. Donc on a trouvé par exemple le PCL, le PHBV, était aussi dégradable que du riz et de l'abricot. Là, l'étude, en fait, elle a été faite pour les microbilles exfoliants. C'est des microbilles qu'on peut utiliser pour se gratter la peau. Voilà, donc toutes ces microbilles, elles partent dans la douche, elles finissent dans les océans. Et puis, pareil, en fait, c'est utilisé aussi beaucoup dans les pâtes à dentifrice pour mieux brosser les dents, des choses comme ça. Dans la cosmétique, c'est beaucoup utilisé. Donc maintenant, en fait, il y a un décret qui est sorti cette année, à la suite de cette étude, où on propose un protocole standard, donc, qui n'est pas encore standard, mais un protocole, pour valider la biodégradabilité d'un substitut à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise du plastique pour ça. Maintenant, j'ai vu qu'on pouvait utiliser des coquilles d'huîtres, j'ai ça dans mon hôtel, c'est rigolo, j'ai regardé forcément. Et on peut utiliser du riz, de l'abricot, en fait, pour faire la même chose. Donc, si on veut un nouveau polymère, eh bien, en fait, nous, on a proposé un nouveau protocole pour la biodégradabilité de ces choses-là et leur test en laboratoire. Donc ça a fait l'objet d'un arrêté ministériel et il y a un arrêté qui a été pris au niveau de l'Europe aussi. Il n'y a pas que les Français, évidemment, qui sont sur cette thématique-là. Au niveau européen, ça c'est pris en compte. Allez, on arrive aux solutions, donc au côté un peu plus gai. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire? Alors, j'espère que vous l'avez compris, le premier problème, c'est on ne va pas réussir, et ça j'enlève tout de suite cette question-là, on ne va pas réussir à résoudre les problèmes directement en mer. Il y a quelques initiatives qui ont été faites, c'est très bien, mais la quantité de plastique qui arrive en mer est tellement énorme qu'on ne peut pas en fait récupérer les plastiques, les traiter, faire ce genre de choses. Il y a des projets, je ne dis pas que c'est pas bien, mais évidemment il faudrait régler le problème à la source, c'est-à-dire améliorer la collecte. Donc le problème, je vous ai dit, on avait à peu près 10% de l'eau plastique qui finit dans les océans. Donc c'est ça qu'il faut améliorer, donc c'est des gestes citoyens, donc c'est pour ça qu'on fait des conférences, qu'on fait des éducations. Et puis en fait, on essaie de réfléchir sur comment on va faire le recyclage, le compostage. Et on organise nous-mêmes et avec des collègues des opérations de nettoyage de plages, de rivières, de cours d'eau, qui nous permettent de sensibiliser les gens en même temps. Ça, c'est un premier aspect. Ok, allons-y, faisons-le, ça coûte pas cher. Et par contre, ça pourrait vraiment avoir un impact sur l'écosystème. Ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est un chiffre qui est très important. Sur les 300 millions de tonnes qu'on produit chaque année, il y a 40% qui est fait juste pour l'emballage. Juste pour emballer les trucs qu'on suremballe. Vous voyez bien que nos produits ils sont emballés, suremballés, suremballés. Si on enlevait tous les emballages, déjà on aurait 40% de problème. Un peu moins de la moitié. C'est pas mal quand même. Alors, réduire les emballages, ça c'est quelque chose de très important, et ça, c'est à nous, consommateurs, de choisir nos produits. C'est vrai que personnellement, j'ai des enfants en bas âge, comment on fait pour les goûter? On ne s'en fait pas, on achète un truc qui est emballé, suremballé, vous êtes rendu compte de tout ça, parce qu'il faut des sachets individuels. Nous, on a fait une action dans l'école de mes enfants, parce que je deviens un extrémiste du plastique. La solution que j'ai pu trouver, moi, c'est on a offert des boîtes à tous les enfants, et puis on leur a fait des cours pour faire des gâteaux qui façonnaient leur sablé. Et donc moi, évidemment, je fais des sablés. Il y a ma soeur qui est là, elle peut plus faire, c'est vrai. Voilà, bon, après, c'est des petites actions qui permettent de changer vraiment les comportements, parce que je vous assure que les poubelles regorgent dans les écoles les compotes, là, c'est ce qu'on trouve sur les plages. Les bouchons des compotes, c'est ce qu'on trouve sur les plages. Ça se retrouve sur les plages, les cotons-tiges, on trouve sur les plages tous ces déchets
qui, pour nous, sont du jetable, donc qui n'ont pas de valeur. Nous, quand on fait du nettoyage des plages, malheureusement, on ne trouve pas des Rolex, on ne trouve pas des téléphones portables. Ça, on n'en trouve pas. Par contre, on trouve toutes les choses qui coûtent rien. Et qui coûtent rien, mais merci, ça coûte, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte. Depuis qu'on a fait payer les sacs aux pièces, les gens ne les jettent plus. Donc voilà, réduire les emballages. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est améliorer le recyclage. Aujourd'hui, on considère que ce que vous mettez dans la poubelle jaune, il y a les jaunes ici, chez moi les jaunes, c'est, des fois ça change en fonction des communes, mais il y a 30% seulement qui est recyclé dans votre poubelle. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est pas facile le recyclage. Pour recycler, c'est très facile de recycler les bouteilles en plastique, parce qu'on sait qu'elles sont toutes faites de polyéthylène terephthalate. Elles sont toutes de la même composition. Un plastique qui arrive comme ça, je ne sais pas forcément de quoi il est fait. Et ce que je veux quand je recycle, c'est savoir de quoi il est fait. Donc maintenant, il y a des processus qui existent. On est capable d'avoir des capteurs qui nous disent la composition du plastique et de traiter ça. Mais ça coûte de l'argent. Et là, il y a besoin d'aide. Donc nous, on envoie des messages vers le gouvernement, vers les subventions, pour qu'il y ait un meilleur recyclage. Parce que ce recyclage, il est particulièrement important. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il y a d'autres choses, donc ça je vous en ai parlé, c'est la recherche et l'innovation. Je me mets dans les solutions, ça m'arrange bien. Donc le développement de plastique biodégradable et vraiment savoir leur efficacité en milieu naturel. Et la dernière, évidemment, c'est la réglementation. Vous avez vu en fait que ça a changé les comportements à partir du moment où on a arrêté les sacs plastiques. Et dans l'environnement, on en trouve beaucoup moins. Donc ça, c'est un effet direct. Et le gouvernement a besoin des scientifiques pour savoir ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qu'on trouve sur les plages. On a besoin, en fait, quand on fait les nettoyages des plages, on ne fait pas que nettoyer, on fait un inventaire, on essaie de trouver ce qu'on trouve le plus sur les plages, et de là alerter ensuite les industriels pour trouver de nouvelles solutions. Ok, ça c'est les solutions directes. Après, je me permets d'aller un peu plus loin et de dire, il y a aussi, ça m'amène à la discussion sur l'économie circulaire. Donc ça c'est un concept dont vous entendez parler. L'économie circulaire, ça s'adapte particulièrement bien au plastique. Le concept, c'est qu'il va falloir changer, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc il va falloir changer nos comportements. Et il va falloir qu'on arrête de gaspiller tous les produits, qu'on arrête de penser aux jetables. Et dès le départ, quand on va concevoir un produit, donc ça c'est les acteurs économiques qui doivent être là, qui doivent répondre à ce problème-là, on doit penser à ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est dès le départ, quand on conçoit un produit, il faut qu'on soit capable de dire qu'est-ce qui va devenir dans l'environnement s'il y arrive, et puis est-ce qu'on est capable de le recycler. D'accord ? Donc ça c'est des choses qui sont a priori logiques, mais qui ne sont pas du tout dans les idées des industriels aujourd'hui. Ça commence à venir, mais c'est assez sporadique. Ensuite, il y a le consommateur, nous. Donc c'est à nous l'inverse en fait du jetable, c'est l'allongement de la durée d'usage. Je ne vais pas changer de portable tous les ans sous prétexte qu'il est plus joli et la nouvelle génération, etc. La liste est longue. Et évidemment une consommation responsable, c'est-à-dire que je choisis les produits en fait, qui vont avoir un impact et qui font partie de cette économie circulaire. La troisième, c'est la gestion des déchets, et vous voyez que c'est quand même une part importante. Le recyclage et la valorisation des déchets, c'est quelque chose qui est indispensable en fait, mais si elle est pensée dans l'éco-conception. Si dès le départ, on n'est pas capable de recycler, on n'est pas capable de recycler. Donc voilà, je voulais vraiment finir là-dessus parce que la problématique du plastique, elle va jusque-là, jusqu'au changement de comportement de chacun. Et tout le monde est concerné et globalement, ce que j'espère que vous sortirez d'ici avec l'idée que c'est possible, et c'est ça qui est particulièrement original sur cette pollution, on a vraiment moyen de changer les choses par rapport à cette pollution. Voilà, je vous remercie de votre attention.